On est tous là, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Bah écoutez, merci pour l'ovation. Hein. Voilà. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Moi, je ne vais pas garder la parole très longtemps parce que je suis un peu un dinosaure, moi, dans ce secteur-là, que ça soit avec tout ce qu'on a abordé, la performance, les publics. Merci pour le témoignage parce que moi, ça me rappelle les Amaroses avec ce qu'on faisait à Saint-Just-à-Rambert dans la Loire. Et je crois qu'il y a le concours parfois contre l'Aviron lyonnais. Un groupe de dames où j'ai beaucoup aimé le témoignage tout à l'heure d'une dame qui nous avait annoncé au départ « je ne sais pas nager ». Ça n'a pas posé de problème, hein. On ne tombe pas en aviron. Hein, pas vraiment. Voilà, quand c'est bien fait. Voilà. Bon, stratégie, oui, parce que je crois qu'avec tout ce qui a été dit ce matin, il va falloir être vraiment stratégique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a bien fait le lien en disant on a besoin de vous, on a besoin de vos professions, de la polyvalence et tout. Et je crois que là, autour... alors bon, moi là, ça ne me rajeunit encore pas, parce qu'il y a des anciens étudiants, même s'ils sont très jeunes, qui ont pris beaucoup d'expérience, qui ont pris leur envol, comme on dit, hein, dans différents secteurs. Moi, je préfère que vous vous présentiez, que vous abordiez un peu l'idée, qu'on est vraiment dans l'idée stratégique. 21e siècle, lien avec la compétition, lien avec le loisir, lien avec la reprise d'activité, etc. Et on va le faire bien de façon galante. Hein. On commence toujours par les... Évidemment. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'organisation. Pour se présenter, mais très rapidement, parce que du coup, Sophie l'a fait, Léa Cuisinier, coordinatrice en APA sur le groupement hospitalier Est. Et donc, pour cette fameuse question, moi je dirais, on l'a entendu, les bénéfices de la pratique d'une activité physique sont réels, les papiers sont existants, des données probantes, etc., etc. Avec les JO, il y a une dynamique qui se lance autour de ça, et Stella pourra reparler de la communication. Mais j'ai envie de dire, au moment où on voit les bénéficiaires leur dire « pratiquer une activité physique, c'est bon pour ta santé », eh ben ouais, c'est vraiment super cool, mais au final, qu'est-ce qui se passe derrière? L'accompagnement est nécessaire, mais l'accompagnement avec la personne, on parlait tout à l'heure, et dans les témoignages, il y avait ce petit truc. Le petit truc, en effet, ça peut être la performance, on en a parlé, ça peut être le plaisir, ça peut être le bien-être, mais il faut partir finalement des attentes, des envies de ce bénéficiaire. Et à partir de là, construire cet accompagnement, leur apprendre à consacrer du temps, les éduquer finalement à la pratique de cette activité physique pour qu'elle soit régulière et adaptée. Mais derrière, on en parlera, il faut qu'il y ait du sens et il faut qu'il y ait du lien. Il faut continuer cet accompagnement. Moi, je travaille au niveau de l'hôpital, mais il faut créer du lien, créer une sorte de maillage territorial, créer du lien entre tout le monde. Avec ces JO, il y a des dynamiques qui se créent, de nouvelles structures, des créneaux, mais finalement, pourquoi ne pas créer du lien entre ces professionnels en faveur du bénéficiaire? Et pour moi, c'est ça qu'il faut construire pour que cette pratique puisse devenir régulière et surtout pratiquée proche du quotidien de tout le monde. Il y a une autre femme. On reste galant, c'est un métier. Du coup, Stella Raffi, donc moi je suis au comité du Rhône de handball et de la métropole de Lyon, donc bien handball. Et du coup, moi j'ai plutôt le version aussi avec les clubs où effectivement il y a l'accompagnement des structures, mais derrière il y a aussi tous les clubs, comment les rendre accueillants et comment faire qu'ils se rapprochent justement de créer cette passerelle. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les clubs, alors moi je parlais du handball, mais je pense que c'est dans beaucoup d'autres pratiques, il y a cette méconnaissance aussi du handicap et des pathologies, et donc comment on peut les amener à se développer et à devenir accueillants pour que tout le monde puisse pratiquer. Et puis il y a cette création de liens, comme Léa disait, où à la fois ils sont pas prêts à les accueillir, et à la fois ils ne savent pas vers qui s'orienter et vers qui, comment accueillir ce public et qui accueillir. Donc il y a tout ce versant-là qui est hyper intéressant et qui est promu avec les Jeux paralympiques. Nous, on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de sensibilisation à faire, que ça soit dans le champ du handicap ou dans le champ valide. Mais tout ça, ça crée des opportunités. Maintenant, c'est comment on va réussir à les exploiter pour que ça devienne la norme, entre guillemets. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Benoît Chanal, je suis référent paralympique territorial sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour le comité paralympique et sportif français. Peut-être pour vous repositionner un peu les missions du comité paralympique et l'écosystème aussi du parasport, et peut-être faire un point aussi de sémantique, parce qu'il y a beaucoup de termes qui existent, et je pense que c'est important aussi de bien repréciser les choses entre les termes parasport, handisport, sport adapté, activité physique adaptée. Donc le terme parasport, c'est un terme qui est récent, mais qui est aussi lié à l'évolution aussi du mouvement parasportif fédéral. C'est le terme générique qui désigne l'ensemble des sports pratiqués par les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, quel que soit leur niveau de pratique, que ce soit de la compétition, du loisir ou du sport santé, et que ce soit dans le cadre d'une pratique entre pairs ou dans le cadre d'une pratique en inclusion, parce que là aussi c'est important de ne pas forcément opposer ces pratiques-là qui répondent à des besoins différents. Là, elle disait, je pense que c'est important de toujours revenir aussi sur le choix de la personne, sur son envie de pratique, et c'est pour ça aussi que ce terme parasport existe maintenant, parce que finalement le terme handisport désigne avant tout une fédération, la Fédération française handisport, qui accueille le public en situation de handicap moteur et sensoriel. Donc quand on parle de handisport pour parler de pratique sportive des personnes en situation de handicap, on est assez restrictif par rapport à l'ensemble des publics qui sont concernés, ce qui me permet de faire le lien aussi avec le terme sport adapté, qui désigne là aussi une autre fédération, la Fédération française du sport adapté, qui accueille les publics en situation de handicap mental, psychique et troubles du spectre autistique. Et enfin, à ne pas opposer non plus à l'activité physique adaptée, où là on rentre vraiment dans le cadre du sport santé, qui est un type de pratique comme l'est finalement la compétition ou le loisir, mais effectivement une personne qui présente une déficience intellectuelle peut vouloir faire de la compétition, du loisir ou du sport santé. Donc voilà, c'était aussi important de pouvoir rappeler ces choses-là. Et ce terme parasport aussi, il existe désormais, parce que finalement il n'y a plus uniquement les fédérations françaises handisport et du sport adapté qui accueillent les publics en situation de handicap. On a désormais au niveau du comité paralympique et sportif français 45 fédérations sportives membres. On a 25 fédérations sportives qui ont désormais la délégation, donc le handball par exemple pour le para-handball, et donc ça montre aussi voilà, l'évolution qu'il y a eu ces dernières années sur le fait que de plus en plus de fédérations homologues, ordinaires, accueillent aussi ces publics et permettent justement de pouvoir élargir l'offre de pratique, même si on va pouvoir le voir, il y a encore pas mal de boulot. Bonjour, donc moi c'est Adrien Gérinière, je suis chef de projet en APA pour AFG Autisme. C'est une association gestionnaire donc nationale qui s'occupe de personnes avec TSA. Pour rebondir sur ce que disait Benoît, une des premières choses que je voulais vous transmettre, vous, la relève, c'est de bien savoir vous positionner. C'est-à-dire que si on parle de pérennisation de l'activité physique adaptée, eh ben, vous êtes le principal levier, c'est-à-dire qu'en fonction de votre positionnement à vous dans les lieux de pratique et dans les futurs lieux de pratique, parce qu'on va l'aborder, ça met beaucoup de travail pour créer de nouveaux lieux de pratique. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? On va y venir. Mais vous, comment vous vous positionnez quand vous allez démarcher un futur emploi? Est-ce que vous êtes capable de faire de la différence entre ce que c'est qu'un éducateur sportif et ce que c'est qu'un enseignant en activité physique adaptée? C'est à ce moment-là que vous arriverez à valoriser la pratique de l'APA et donc à la pérenniser. Et ça, pour ça, moi j'ai un conseil à vous donner. Vraiment, partez des besoins des bénéficiaires et de leur famille. Partez de la création d'un projet personnalisé qui répond qui va créer des objectifs. Et ces objectifs-là, comment est-ce que vous les mettez en place dans vos séances, dans votre programme en APA, dans votre cycle? Et comment est-ce que vous créez des projets qui répondent à ces objectifs et à ces besoins? C'est là que vous enseignez. C'est là que vous êtes des enseignants en APA. Et pour la pérennisation de l'APA, c'est essentiel. Voilà. Et après, on nous a demandé comment démocratiser l'APA. Et donc ça, on a tout un ensemble de leviers à actionner et de freins à enlever. Voilà. Donc, merci. On continue. Nous, on peut parler pendant un certain temps, hein, donc pareil, il faudra nous arrêter à un moment donné. Mais non, les leviers, et
pour revenir à la première thématique au niveau des JO, je crois, côté versant médical, en tout cas, je pense qu'il faut surfer sur cette vague. Attention, il y a certaines limites, mais en termes de communication notamment, pourquoi pas y aller? C'est peut-être l'excuse, entre guillemets, pour reparler d'activité physique, pour redire ce que c'est qu'un enseignant n'a pas, pour reparler complémentarité. Finalement, on en parle, les JO arrivent, qu'est-ce que tu vas faire pour les JO? Est-ce qu'il y a des thématiques? Nous, à l'hôpital, maintenant, il y a JO et qualité, il y a événements JO et douleur, il y a événements Olympiade. Il se passe plein de choses finalement autour des JO. Il y a un monde autour des JO. Je pense qu'il faut prendre les leviers qu'il existe, la communication, le côté un petit peu financier avec des appels à projets, le fait qu'il y a beaucoup de structures et de créneaux qui se montent actuellement et il faut s'en emparer. Attention, peut-être qu'on aura le temps d'y venir, mais peut-être qu'il ne faut pas y aller jusqu'au bout. On en parlait juste avant tout à l'heure. Le côté performance, attention, pour certains jeunes, moi dans mon cas, ils peuvent s'orienter dans cet axe-là parce qu'ils ont en lien avec leur famille, avec la fratrie, il y a ce côté performance qui existe, mais pour d'autres, ça va vraiment être le côté plaisir et pour encore d'autres, juste, j'en ai rien à faire de l'activité physique et c'est également important de le prendre en compte. On continue. Oui, alors pour revenir sur tout ce que Léa a dit, c'est vrai que là en ce moment il y a une vraie démocratisation, en tout cas nous on le voit sur la version hand-fauteuil ou hand adapté, on n'est pas du tout aux Jeux paralympiques, pourtant on a des sollicitations qui sont énormes, donc c'est sur cette vague, comme disait, qu'on va devoir surfer pour mettre en place. Après, la chose qui est importante à faire, c'est que ce ne soit pas juste des actions qui soient juste là, à l'instant T, et que toutes les actions dans lesquelles on participe, que derrière, on arrive à les pérenniser elles aussi, pour que ça ne soit pas juste là aujourd'hui et que demain on arrête d'en parler, parce que c'est sur ce créneau-là, sur cet aspect-là qu'il faut vraiment qu'on arrive à partir. Et il y a toute une partie aussi, donc comme on le disait sur l'aspect financier, où peut-être ça va créer des vocations chez beaucoup de pratiquants qu'on va pouvoir accueillir dans les clubs, mais derrière il faut que les clubs financièrement ils soient aussi en capacité d'accueillir en achetant du matériel adapté, en achetant tout ça. Donc tous les appels à projets qui sont mis en place, on va être un peu dépendant, on va dire, des stratégies politiques qui vont être mises en place. Si derrière les appels à projets qui sont mis en place actuellement se poursuivent, derrière ça peut être que bénéfique pour la pérennisation, mais ça c'est des réponses auxquelles on n'a pas forcément tout de suite, quoi. Et puis pour continuer sur cette question aussi de la dynamique autour des Jeux, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'activité physique en ce moment, c'est la grande cause. Il y a aussi sur les dernières années les événements comme la semaine olympique et paralympique. On a pu le voir sur tous les projets qui sont portés par des établissements scolaires. Près de 90% avaient une valence aussi parasportive, ce qui veut dire que c'est vraiment aussi un sujet qui intéresse. Après, un des freins, et on s'en rend compte, c'est qu'on fonctionnent tous en silo, le mouvement sportif d'un côté, les acteurs du médico-social de l'autre, les acteurs médicaux aussi, et finalement les enseignants en activité physique adaptée ont aussi finalement cette interconnaissance de l'ensemble de ces milieux et peuvent vraiment justement favoriser la mise en lien qui commence à se faire, mais voilà, il y a un vrai enjeu là-dessus qui va aussi, je pense, être favorisé par le fait qu'il y a des évolutions aussi législatives qui sont en train d'être mises en place, notamment avec la nomination de référents sport dans les structures médico-sociales. Alors, après, avec des critiques qu'on peut entendre, on y reviendra, parce qu'à moyen constant, ça peut poser quelques problèmes. Mais malgré tout, ça veut dire qu'il y a une prise en compte de l'importance aussi du sport, de l'activité physique au sein de ces structures médico-sociales, que ces référents sport n'auront pas forcément un rôle d'encadrement, mais plus justement de coordination, de mise en lien avec les acteurs, alors que ce soit associatifs, sportifs ou autres. Mais voilà, c'est vrai que là aussi, et on le voit d'ailleurs dans le secteur médico-social, on a de plus en plus d'éducateurs sportifs APA qui sont embauchés dans ces structures-là. Donc voilà, on se rend compte quand même qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, de ces enjeux-là. Je veux bien continuer sur donc la démocratisation et effectivement la communication et le financement. C'est deux termes qui sont vraiment très liés et
comment éviter de se faire avoir, comme je me suis fait avoir moi, par des mairies qui voulaient faire des journées du handicap pour des valides, pour des neurotypiques, par des neurotypiques, par des valides, et c'est comment remettre la lumière de ces journées-là. Bientôt c'est la journée mondiale de l'autisme. Voilà, donc c'est remettre la lumière sur les personnes en situation d'autisme, sur leur famille, sur comment créer des lieux où véritablement ils sont accueillis avec bienveillance et compétence. Et ben ça, pour ça, ces journées-là, cette communication avec des grands événements comme les Jeux Olympiques, comment est-ce que ça va nous permettre de mettre en lumière des lieux où c'est déjà fait pour pouvoir le diffuser à d'autres clubs, d'autres lieux de pratique. Parce que ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est créer des lieux de pratique où vraiment la pratique de tous et de toutes est possible. Ça, pour ça, on va avoir un mot-clé qui est dans toutes les bouches, notamment à l'éducation nationale, mais il faut voir pourquoi c'est fait et comment c'est fait, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, est-ce que c'est forcément une personne extraordinaire qui va dans une séance ordinaire, avec toutes les difficultés que ça peut comprendre pour une personne avec des besoins spécifiques. Et notamment dans le champ de l'autisme, et plus le besoin est important, plus effectivement les compétences qu'on demande à des enfants ordinaires, pour une personne avec TSA, c'est injouable pour elle. Donc comment est-ce qu'on pense l'inclusion dans les lieux de pratique ? Pour ça, si je reviens sur la communication et le financement, on peut se servir de ces grands événements pour mettre en lumière des exemples de réussite. Et après, les financer de manière pérenne et les diffuser au plus grand nombre de lieux de pratique possibles par effectivement les appels à projets, mais les politiques publiques et les fédérations sportives sont de plus en plus à même de mettre du financement là-dessus. Donc autant valoriser les bonnes pratiques qui existent déjà. Voilà. Et après communiquer dessus avec les moyens médiatiques qu'on a maintenant. Là on changera le regard, pas de problème, on fera des belles sensibilisations pour les valides et les neurotypiques, il n'y a pas de souci. Non, je vais peut-être faire le vilain petit canard, parce que moi j'étais en train de penser, je vous ai dit, hein, c'est l'histoire, mais j'étais en train de penser aux années 70, où, alors je vais encore parler d'un département qui nous est cher, hein, de la Loire, où existaient les écoles autonomes de perfectionnement. Ça a disparu après, hein. Ça s'est appelé les CLIS, puis ça s'est appelé les UPI, puis ça s'appelle les ULIS. Hein. Vous savez que l'éducation nationale adore changer les termes. Et moi, ça va parler au Pascal. En 70, il y a une école autonome de perfectionnement qui est ouverte rue des Frères Chappe, à Saint-Étienne. Dans une école, on dirait maintenant une école de quartier où il y avait que des vilains petits garnements, et voilà. Et on a mis là au milieu 9 enfants présentant une trisomie 21. Et on a mis un instit, il n'avait jamais eu la trisomie, mais il avait un truc, hein, il était sportif de haut niveau. D'accord ? Alors est-ce que ça crée un déclic ? Parce que j'écoutais tout ce que vous disiez, il était en lien... Déjà, c'était les balbutiements du sport adapté. Il n'arrivait pas bien à comprendre la différence avec le polyhandicap, ce qui était handisport. Il était en lien avec le CHU parce que les enfants étaient suivis au CHU. Et finalement, tout ce que vous avez résumé, c'est de se poser la vraie question, c'est de cette histoire, qu'est-ce qu'on en a fait ? La communication qui a été faite, je ne sais pas si vous savez, mais à partir de mardi, c'est une semaine encore particulière en France, puisque c'est encore une semaine olympique et paralympique. Alors moi, je suis toujours surpris quand un de mes petits-fils qui a 10 ans me dit ouais, mais nous, à partir de mardi, on va aller dans des écoles. Alors non, il n'a pas de situation de handicap, c'est peut-être bien le seul qui n'en a pas une dans la famille. Hein. Mais ils vont aller dans des écoles, ils vont aller parler du handicap avec des potes qu'ils ont dans leur classe, qui sont... mais je crois qu'il y a une élève qui est une analgésie, qui est à l'école avec eux, et c'est eux qui vont aller à 8-10 ans prêcher un petit peu la bonne parole, communiquer et tout. Alors je ne vous dis pas quand vous dites ça à un inspecteur d'académie ou à un recteur, etc., où il nous reste 10 minutes, on va tenir le coup. Hein, c'est surprenant. Donc je crois aussi qu'il faut qu'on vive avec cette histoire. Et puis tout ce qui est développé là par la Fédé de hand, c'est pas nouveau, la Fédé de natation a fait beaucoup de choses. On a des choses qui avancent, vous voyez, on a des gens qui sont pas là aujourd'hui, qui sont en train de nous faire tilt sur les réseaux, hein, ça vous parlera, hein. Théo Curin, le gros, Michael Jérémias, parce que je sais qu'il est connecté à quelque part et qu'il sait qu'on est là, et puis quelqu'un qui me tient à corps, hein, c'est Philippe Crozon, qui a été parrain plusieurs fois et qui est assez d'accord avec ce qu'il a entendu rapidement tout à l'heure, parce que je crois qu'il était sur une chaîne de télé ce matin, mais ça prouve que ça avance à tous les niveaux et qu'ils sont bien d'accord avec nous. Et puis le dernier événement, c'était 92, il y avait eu des JO en France.
Il y avait eu des JO, et il y avait eu les Paralympiques derrière. Et je reviens sur ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. Moi, ce qui m'avait scotché, c'est de voir arriver les Américains à la gare d'Albertville, avec des kinés français, avec l'équipe Rossignol au niveau du ski, et les skieurs français qui arrivaient avec leur ski personnel pour Noyau, Bois, Emery, ok, pas d'entraîneur. Et donc ça ramène à tout ça. Il y a eu énormément d'évolutions, mais il faut aussi qu'on soit clair et net, c'est qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de pratiquer. Et on a des jeunes qui parlent en secteur hospitalier, les parents n'arrêtent pas de nous dire ah oui, mais il faut lui faire du tennis de table. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il déteste le tennis de table. Et ça, on le vit au bord des terrains tous les week-ends avec tous ces coachs sportifs, hein, puisque tous les parents achètent une veste Umbro et sont entraîneurs. Donc on le vit tous les jours. Donc laissons aussi la place. Alors tu parlais du projet, mais laissons la place aussi à la parole de la personne. Hein. Oh, on est dans les projets individualisés. Hein. L'ARS n'arrête pas de nous gonfler avec ça, parce que si on va aller chercher des fonds aussi, c'est qu'ils nous demandent de bosser sur les PIA, ils nous demandent de bosser sur les projets thérapeutiques, ils nous demandent de monter des projets en éducation thérapeutique. J'entends actuellement un projet d'éducation thérapeutique pour monter au sommet du Kilimandjaro. Je reste un peu scotché, quoi. Parce qu'on y est monté quelques fois au Kilimandjaro, nous, pour des assos. Mais là, c'est un projet d'éducation thérapeutique sur un hôpital de Grenoble. Excusez-moi, mais autour de Grenoble, on peut se faire plaisir. Hein. Et on n'a pas besoin d'aller au Kili. Donc il y a aussi toutes ces relations à l'argent, à la communication, etc. Le beau cadeau. Merci. Non, pour rebondir, effectivement, faut, bien sûr, c'est le choix de la personne qui doit être qui est le plus important. Après, il faut savoir aussi pourquoi les personnes en situation de handicap ne veulent pas pratiquer. Il faut savoir que le taux de pratique sportive des personnes en situation de handicap, elle est de 6%, quand elle est de 26% dans la population générale. Alors, effectivement, donc s'il y a 26% de pratiquants dans la population générale, ça veut dire qu'il y en a près des 3/4 qui ne pratiquent pas, du coup. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une différence de 1 sur 5 entre la population en situation de handicap et la population générale. On sait aussi qu'on a que 1,4% de clubs en France qui se déclarent comme étant en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap, ce qui veut dire aussi que pour une personne en situation de handicap qui voudrait trouver un club, c'est déjà plus compliqué. Ça veut dire qu'elle a aussi beaucoup moins de choix dans son offre de pratique sportive, et c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu aussi de pouvoir former, sensibiliser les clubs à l'accueil des publics en situation de handicap pour augmenter aussi l'offre de pratique et justement revenir au choix, et peut-être que quand on aura beaucoup plus de clubs qui accueillent, qui sont en tout cas en capacité d'accueillir ces publics, on aura aussi un taux de pratique sportive qui sera aussi plus importante. Oui, puis moi je veux aussi enchaîner sur le fait que là ça met en avant beaucoup de pratiques et c'est génial, mais à côté il y a aussi des freins qui sont pas forcément mis en avant sur la pratique. Enfin, une personne en situation de handicap qui veut pratiquer, on fait des passerelles, je pense avec Léa notamment des fois, et derrière il y a un jeune qui veut venir dans le club et il n'est pas en capacité de venir parce que le moyen de transport il n'est pas adapté, parce qu'il n'a pas les parents qui peuvent l'accompagner, et ça c'est des leviers sur lesquels pour l'instant on n'a pas forcément évolué et qui posent problème à la mise en place d'une activité physique régulière. Donc ça c'est tous les à côté qui vont rester encore à évoluer et qui laissent des perspectives d'évolution importantes. Parce que la réalité, pour quelqu'un avec beaucoup de besoins, un handicap, dans le handicap mental et l'autisme lourd, c'est qu'il va pouvoir faire parfois des dizaines, voire des cinquantaines de kilomètres pour pouvoir pratiquer et trouver un club qui va bien vouloir l'accueillir. Et ça, c'est possible pour, disons, 10-20% des gens, c'est toi et ta chance avec tes parents. Mais par contre, pour plein de gens, c'est pas possible. Donc diffuser les bonnes pratiques, les dupliquer dans toutes les localités, toutes les villes si possible, un peu notre mission. Nous, autour de cette table, on travaille bien là-dessus. Mais effectivement, on a besoin de vous aussi, quoi. Maintenant, là, il va falloir... et il y a plein de choses possibles, parce que vraiment, moi j'ai l'impression que les fédés, les pouvoirs publics petit à petit, et en tous des cas la médiatisation, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, vous, votre performance en tant que APA, c'est est-ce que vous êtes capable ou pas d'adapter l'activité pour un public avec beaucoup de besoins. C'est ça votre vraie performance à vous. Et c'est là-dessus qu'on va vous donner non pas des médailles, mais peut-être un salaire. Voilà, ce qui est déjà pas mal.
Et vous aurez aussi, pardon, mais moi ce qui me nourrit depuis 20 ans dans ce métier, c'est le plaisir de pratiquer avec les gamins et les adultes, et le sourire et le bonheur de leur famille aussi, et c'est bientôt terminé. Voilà. Ah, c'est bientôt terminé. Moi j'étais ému aux larmes, vraiment, de l'Aviron, tout ça, moi c'est un moteur quotidien. Finalement, on en revient en fait un peu à cette question d'accompagner la personne vers, mais avec le bénéficiaire. Je crois donc qu'il existe plein de leviers, mais il faut aussi les connaître. Est-ce que c'est réellement au bénéficiaire de savoir quelle structure est en train de se développer? Est-ce que c'est pas aussi aux professionnels et du coup à vous de l'aider, de l'accompagner, de prendre en compte peut-être ce frein financier et essayer de l'accompagner vers une pratique qui est vraiment adaptée à ses envies, à son contexte familial finalement. Et donc l'accompagnement, j'en suis vraiment persuadée, c'est vraiment la clé finalement de tout, et petit à petit il va y avoir des dynamiques, on va pouvoir grâce à tout le monde lever certains freins, mais si on ne prend pas en compte la personne et si on ne propose pas un accompagnement adapté jusqu'au domicile et à partir du quotidien, du projet de vie de la personne, du bénéficiaire, je ne suis pas sûre qu'on arrive en tout cas à une pratique pérenne et adaptée. Et peut-être alors juste, pardon, sur le frein financier, si on met bien en synergie mairie, fédération, établissements sociaux, médico-sociaux, eh ben on restreint cette fuite de la compétence vers le secteur libéral. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'est assez... j'y suis assez attaché, de pouvoir éviter que la pratique pour quelqu'un avec beaucoup de besoins, eh ben, ils doivent payer 50 € sa séance ou 1500 balles l'année pour une licence, quoi. Alors qu'un ordinaire, un neurotypique, il devra payer 150, 200 € à l'année. Et ça, peut-être c'est à nous de travailler pour lever ces freins-là en amont. Ce qu'ils vous demandent, alors ça c'est un petit peu pour les étudiants, mais c'est aussi, on l'a vécu encore cette année, puisque en STAPS à Lyon on a cette particularité, on fait des visites de stage, qui ne se fait pas dans beaucoup d'UFR, hein. Ça se fait à Saint-Étienne, parce qu'il y a une petite promo, ça se fait un petit peu à Grenoble, c'est de voir quand même qu'il y a certains secteurs, malheureusement, il y a des freins, mais des freins qui sont liés à des locaux parfois qui sont vieillissants, et que finalement le public, moi je rebondis sur ce que tu disais, c'est mais qu'est-ce que c'est facile? Pas encore mardi, moi j'ai un exemple, je suis en natation le mardi après-midi avec une classe de collège. Le jeune qui est prof de PS, qui est en train de préparer l'agrégation, ça fait 2 mois qu'il veut changer. Il veut prendre mes élèves et il veut que je prenne les siens. Il va falloir qu'il me paye cher. Parce qu'il n'a presque aucun élève qui est capable de quitter le bord du bassin. Et c'est une classe de 6e. Donc ça nous renvoie aussi à ce qui est devenu la pratique de l'activité physique dans ce pays. On parlait tout à l'heure sport, activité physique. Regardez, c'était, je ne sais plus où il est, Colin qui disait tout à l'heure, maintenant l'ultra-performance, quand je vois, moi, la 3e vague partir à l'UTMB, à Chamonix, où les gens ont un IMC à 29, je suis inquiet. Quand je vois quelqu'un qui me dit, je suis finisher, alors que, oui, vous savez, je pense qu'ici, tout le monde peut être finisher à l'UTMB s'il marche à 5 km/h. Ok ? Mais on est dans des trucs, c'est cette notion de paraître. Et je trouve que bien souvent, quand les publics... J'ai demandé aux étudiants de le faire et c'est parfois génial. Je me rappelle de séances la semaine dernière où ils encadraient un public et c'est un peu le témoignage que vous avez eu, mesdames, c'est qu'à la fin de la séance, une dame d'un âge, elle a tourné la caméra et dit « Attendez, moi je vais vous expliquer comment ça se passe. Il faut lui mettre une bonne note parce qu'il nous fait travailler. Et puis on aime ça, c'est différent de la kinésithérapie, c'est différent de l'ergo. Et puis on va peut-être aller pratiquer dans un club. C'est gagné. C'est quand même la meilleure des choses. Et bien souvent, c'est plus facile d'avoir le retour. Je pense même à des populations non verbales. On en a parlé hier au téléphone longuement. On va conclure. Hein, et c'est pas moi qui vais conclure. Donc, je crois que dans chacun des lieux où vous intervenez, il y a ce... Enfin, je pense qu'au niveau de l'homme, tu l'as vécu. Hein. Faut finir là-dessus, mais... Ah ouais. Ouais. Non mais sur le fauteuil, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une image. Non mais oui, c'est vrai que nous sur la partie fauteuil, on est en pleine évolution. Alors on est bien en retard de beaucoup de disciplines si on reprend le basket fauteuil, mais c'est là qui est tout intéressant aussi de mon point de vue en tout cas, c'est toute la construction qu'on est en train de mettre parce que du coup on a eu la délégation en juillet 2022 pour mettre en place la compétition, mettre en place les équipes de France, etc. Et donc on est au tout début de cette construction
construction, donc ça prend du temps, on le voit, là les clubs ils sont très demandeurs, les clubs pratiquants, et nous derrière l'instance, on est en train de créer, de créer cette compétition, etc. Et si toutes les fédérations ou avec Handisport, parce que Handisport, le partenariat il est important, ils ont aussi beaucoup de connaissances, donc créer ce maillage, on revient que ça soit entre les milieux, les établissements, entre les clubs ou entre fédérations également, ça peut permettre que d'évoluer dans le bon sens, je pense. Pour conclure très rapidement, effectivement, je pense que c'est vraiment cet enjeu du faire connaître qui est important. Et effectivement, en tant que APA, vous avez cette connaissance transversale de l'ensemble des milieux qui fait que vous avez vraiment ce rôle d'accompagnement, d'orientation des futurs pratiquants justement vers l'activité physique ou sportive. Et donc, c'est vraiment ce rôle-là que vous pourrez avoir à jouer. Non ? 3 mots. Du coup, il faut personnaliser, il faut aller vers, il faut accompagner. Voilà, je conclurai comme ça, finalement. Moi, je voudrais juste remercier, parce qu'ils sont là. Non, mais attendez, il y a des collègues maîtres de conf, il y a des gens avec qui, moi, j'ai fait un sacré bout de chemin, il y a des étudiants que j'apprends à connaître, parce que c'est vrai que je ne vois pas énormément. Pour différentes raisons, on ne va pas rentrer là non plus dans le domaine du fonctionnement de l'université. Et puis je veux surtout remercier les témoignages là, parce que c'est quand même énorme. Cet après-midi, il y a des publics qui seront là. Peut-être pas assez, mais on peut vous expliquer les raisons. Si on commence à attaquer là-dessus, ça va être un grand moment. On peut refaire une matinée. Mais voilà, si vous pouvez être sensible à ça et vraiment accompagner les publics qui seront là cet après-midi, qui sont bloqués dans les bouchons, parce que là on a quelques infos qui viennent de Grenoble, de Chambéry, Aix-les-Bains, Saint-Étienne, voire du public lyonnais aussi. Vous verrez, partagez avec eux, répondez peut-être à leurs besoins, puis soyez stratégiques. C'est-à-dire être stratégique, c'est à la fin là, les choper tous les 4 et puis leur dire donne-moi tes idées.